Bonjour Philippe, bah voilà, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le terrain en vrai. Comment ça va? Bah ça va, ça fait étrange de se voir en direct. On avait l'habitude de se voir en... On n'est pas encore des hologrammes. Non, heureusement d'ailleurs. On existe. On revient à des valeurs humaines, quoi. Bel et bien, et cette fois c'est une capsule spéciale. Voilà aussi pourquoi on tenait à avoir un décor spécial. On va parler de la maltraitance des enfants. On va parler de cette maltraitance tolérée, sourde et silencieuse, comme tu le dis si bien. Probablement une casquette de psychanalyste, pourquoi pas aujourd'hui, Oui. d'anthropologue. En tout cas, on va faire un tour d'horizon. On est en Suisse pour enregistrer cette vidéo. Et en Suisse, nous avons eu, en 2020, en mars, la fermeture des écoles, qui a été un cataclysme pour beaucoup de familles. J'ai aussi été concernée en tant que maman avec ma fille de 8 ans. Et quelques semaines plus tard, nous avons eu au téléjournal en direct sur la télévision suisse romande, Monsieur Covid Daniel Koch, qui a dit et lancé une bombe qui n'a pas du tout été reprise et plutôt étouffée d'ailleurs, à mon sens. Nous n'avons pas fermé les écoles pour cause épidémiologique, mais pour faire comprendre. Une des décisions polémiques, c'était les écoles, la fermeture des écoles. Seulement sur le point épidémiologique, ce n'était pas une nécessité. Mais sur le plan de faire comprendre la situation, c'était bien qu'on a fait. Et ça m'est revenu en préparant cette capsule avec toi, Philippe, parce que quand on parle de maltraitance, eh bien, ça me fait quand même aussi penser à l'instrumentalisation des enfants. Et quand on dit on n'a pas fermé les écoles pour cause épidémiologique, mais pour faire comprendre, eh bien, je trouve que ça a malheureusement pas assez circulé, cette information. Comment les enfants ont été utilisés d'une certaine façon, quelle a été leur place dans cette crise, les explosions de cas psychiatriques sont hallucinantes. On a des statistiques qui ont augmenté de 100, 200, 300, 1000% pour certains, des suicides, même dans les tranches de 6-11 ans. C'est abominable en fait ce qui se passe et c'est mis sous silence. Des cas d'anorexie, des phobies sociales. Tu vas nous rappeler les besoins primaires des enfants aujourd'hui. Oui. Par quoi on commence quand on parle de cette maltraitance et de cette inversion des valeurs, Philippe? Déjà, la première inversion des valeurs que je vois, c'est le fait qu'on a culpabilisé les enfants en leur disant que si ils mettaient pas un masque à partir d'un certain âge, ils allaient peut-être rendre malade papy, mamie, papa, maman, quoi, voire même les tuer. Donc c'est une inversion profonde des valeurs puisque les adultes sont là pour protéger les enfants et non pas l'inverse. En discutant avec une pédiatre, elle disait que évidemment il y a des maladies de peau, tout ce qui est masque entraîne des phénomènes d'allergie. La peau des enfants est beaucoup plus fine que la peau des adultes. Il y a des phobies, il y a des traumatismes, il y a des peurs, il y a des cauchemars. On voit bien que cette phrase, elle est lourde de conséquences pour montrer quoi comme si, on l'a vu par la suite, les enfants avaient été pris en otage, les classes d'âge les plus bas, pour, en quelque sorte, amener la population à accepter. C'est vraiment de l'ingénierie sociale, quoi. C'est-à-dire, on a commencé par les maisons de retraite, et puis à un moment donné, on a pris le haut, puis après on peut prendre le bas, et on essaye de remonter avec au milieu les adultes. Quand tu dis pour accepter, de quoi tu parles exactement? Accepter les conditions qui ne sont pas du tout scientifiques, mais qui sont devenues politiques. C'est-à-dire qu'on n'a aucune justification en termes de littérature scientifique du bien fondé d'imposer des masques aux enfants. De même, dans les maisons de retraite, ça a été parfois de l'euthanasie, voire des génocides, avec les injections de Rivotril. Donc Marguerite Yourcenar disait qu'on apprécie une société à la façon dont
on traite ou maltraite les animaux. Moi, je dirais qu'on apprécie le degré de barbarie d'une civilisation à la façon dont on traite les anciens et les jeunes. Oui, qui sont en fait les classes à protéger en priorité. Ah bah en priorité, hein, c'est les classes les plus fragiles. Alors les enfants, c'est l'avenir de la société. Hein. Donc si on peut les formater, les rendre dociles, les amener à marcher au pas avec une muselière. J'aimerais avoir ton avis sur une image qui a beaucoup circulé. C'est des diplômes qu'on délivre aux enfants qui sont dans ces tranches d'âge très jeunes, hein, certains même 5-6 ans, qui viennent d'être vaccinés contre le Covid, à qui on délivre des diplômes de super-héros. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Bah, c'est une façon, c'est ce que faisaient les soviétiques du temps de l'ex-URSS, on appelait ça le Stakhanovitch, c'est-à-dire que des ouvriers qui avaient une rentabilité qui était encouragée par l'idéologie communiste avaient des récompenses. Ils avaient leur nom en haut d'une liste, ils étaient les meilleurs ouvriers. Je pense que tout simplement, on veut amener les gens les plus performants dans la docilité à être des référents, comme les Jeux Olympiques. On les récompense. Donc c'est vraiment une inversion des valeurs, parce que l'enfant, on le met dans une compétition, c'est celui qui sera le plus docile et qui acceptera le plus facilement les règles, qui sera le bon élève. C'est une façon de donner un prix au meilleur bon élève compte tenu des mesures sanitaires. Oui, on voit cette inversion des valeurs, justement, où l'enfant devient le garant de la santé des adultes. Et ça, est-ce que tu pourrais nous parler des dégâts, peut-être sur le cerveau des enfants, qu'est-ce que ça fait finalement un enfant qui se sent lui responsable de justement pas tuer ses parents, ou nous on a entendu ça, hein. Je mets un masque, en l'occurrence c'était une petite fille dans l'école de ma fille, pour pas tuer maman. Bah, ça les culpabilise, hein. L'enfant est terrorisé à l'idée de tuer grand-papa, grand-maman, son père, sa mère. L'enfant est soumis à la toute-puissance des parents. Finalement, c'est les parents qui lui assurent le gîte, le couvert, l'éducation. Donc, si effectivement l'enfant venait à perdre ses parents, pour lui, c'est une peur panique. Et puis, l'enfant est un être affectif. Donc, on joue sur l'affect des enfants. On le transforme en éventuel tueur et puis on lui enlève sa sécurité. Parce que un enfant, s'il a pu son père, sa mère, ses grands-parents, il est dans une ambiance insécure. Donc, ça les met devant de fortes culpabilités, des traumatismes, des cauchemars, des angoisses, des stress. Et c'est ce qu'une pédiatre qui a poussé un cri, elle avait fait une interview au journal Nexus, elle disait que elle voyait des enfants qui étaient vraiment traumatisés à l'idée de peut-être tuer leurs parents, et puis ça crée des cauchemars et ils dorment mal, donc c'est un cercle vicieux, quoi. Et donc à cette époque, l'enfant a besoin d'un environnement sécurisant. On s'aperçoit que les enfants qui marchent bien à l'école sont des enfants qui ont réussi à avoir un environnement sécure et qui sont dans des conditions de répétitivité. C'est pas du tout ce qu'on a. On a en permanence les lois qui changent et l'enfant est dans un environnement insécure. En plus, l'enfant est une véritable éponge. Quand les parents sont angoissés, l'enfant ressent l'angoisse, y compris les bébés. Est-ce qu'on peut aussi parler de l'éventuelle influence du corps professoral masqué sur les enfants, là, dans l'autre sens, c'est-à-dire un enfant qui est en contact prolongé, donc des journées entières, que ce soit dans les crèches ou dans les écoles avec des professeurs où on ne voit que les yeux, qu'est-ce que ça peut créer en fait? Ah bah, ça crée déjà une norme que l'enfant considère comme la règle à appliquer. Ensuite, les enfants ont besoin de voir le visage pour se développer. Le visage fait passer des émotions, on a des micro-émotions. Ça va jusqu'à 1/10 de milliseconde. On fait passer il y a des mimiques du visage qui indiquent à l'enfant que le visage qui a pris telle mimique incarne telle émotion. Donc ça, c'est fortement perturbatif. Perturbateur. Il y a aussi le fait de pas pouvoir lire sur les lèvres, aussi c'est important pour l'enfant, et d'imposer une distanciation, parce qu'il n'y a pas que ça. Alors, si on donne une coloration plus psychanalytique, il y a eu des gros travaux qui ont été menés dans les années 50, 60, 70 sur l'attachement. L'enfant, il a besoin d'un lien. C'est pour ça que les enfants ont toujours un petit nounours. C'est Donald Winnicott qui avait appelé ça l'objet transitionnel, c'est-à-dire que
L'enfant, s'il n'a pas sa mère, il connaît une angoisse. Donc, il faut qu'il ait un objet qui soit imprégné de l'odeur de sa mère pour avoir l'objet qui lui permet d'être en lien avec l'odeur de sa mère si la mère n'est pas là. Et donc, on s'aperçoit que un enfant, s'il n'a pas la nourriture affective relationnelle, il peut avoir des graves problèmes de développement. Est-ce que justement, on peut, dans ce cas-là, parler de ces consignes de distanciation sociale chez les enfants? J'ai de nouveau le souvenir de ma fille qui rentrait de l'école en me disant qu'elle était vraiment choquée d'entendre qu'on lui demandait de ne pas faire des câlins à ses copines. Oui. La vie, c'est la relation, hein. La vie ne réside pas dans les objets, mais les interactions que les objets vivants inertes établissent entre eux. Donc l'enfant, il a besoin de relations. René Spitz, qui est un psychiatre et psychanalyste d'origine allemande, a mis en évidence qu'un enfant, s'il n'a pas une mère, mais de multiples mères, il peut pas se développer. C'est ce qu'on appelle l'hospitalisme. L'enfant, il passe par des étapes. L'enfant a besoin d'un lien pour pouvoir se développer avec ses parents et avec les enfants. Donc, John Bowlby avait montré que quand il n'y a pas un lien suffisamment fort, l'enfant se développe mal. Il a besoin de ça. Et donc, en les amenant à avoir une distanciation sociale, on les perturbe dans leur intelligence relationnelle. En fin de compte, on découvre de plus en plus, c'est Orgoulian, qui est un psychiatre français, qui a montré que on a un cerveau cognitif, un cerveau émotionnel et un cerveau relationnel. Donc les enfants sont fortement perturbés dans leur cerveau émotionnel et dans leur cerveau relationnel. Donc à partir de là, c'est des traumatismes bien connus. Ça va impacter l'amygdale, l'hippocampe qui gère les souvenirs, les émotions, et puis le cortex préfrontal qui lui va être fortement perturbé. Donc tout le développement de l'enfance et tous les traumatismes tous ces traumatismes vont se mettre en place et amener l'enfant à mal se développer. Et donc l'idée, c'est d'avoir une espèce de formatage des enfants pour que adultes ils se développent dans cet état traumatisant. Donc forcément, ça fait des adultes qui vont avoir des problèmes avec eux-mêmes et avec les autres. Est-ce que le système de fonctionnement chez l'adolescent est identique à l'enfant qui est plus petit? C'est vrai qu'on voit beaucoup d'adolescents dans les transports publics, par exemple, avec les masques, qui sont comme dans un état d'hypnose avec leur téléphone portable. Moi, c'est vraiment des images qui me marquent. Où, par exemple, on a vu des gens manifester dans la rue les samedis, et puis des adolescents qui passaient à côté sans se sentir concernés, en regardant leur téléphone portable avec le masque. Est-ce que ça pourrait être un comportement acquis, selon toi, et comment ça s'acquiert un comportement pareil? C'est réversible, évidemment, si à un moment donné, la société impose de nouvelles façons de vivre ensemble. Maintenant, si effectivement ça s'imprime, les plus petits sont les plus touchés parce qu'il y a une empreinte qui se fait. Un traumatisme chez un enfant jeune va donner de l'empreinte. Ce qu'on voit, c'est que des enfants qui ont une maltraitance relationnelle, il n'y a pas assez de liens affectifs. Les neurones, c'est comme un champ de blé. Quand l'enfant est traumatisé, le champ de blé est couché. On sait très bien, quand il y a un traumatisme, on libère par une glande qui s'appelle la cortico-surrénale du cortisol. Le cortisol va agir sur l'hippocampe et l'amygdale et coucher ces neurones. Mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est ce qu'a montré Hervé Alain. Dès qu'on a une nouvelle nourriture affective relationnelle, les neurones se remettent droit. Et on voit ça par l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Donc, pour moi, rien n'est irréversible, mais effectivement, ça risque de créer transitoirement des traumatismes. De même, on peut dire que le masque est un objet transitionnel vers la mort, la maladie, puisque finalement, ce qu'on fait passer comme message aux enfants, c'est si vous mettez pas le masque, vous êtes en danger, vous êtes un danger pour les autres. Donc, il se développe dans une ambiance de mort. Alors, effectivement, Freud disait qu'un individu oscille en permanence entre Eros et Thanatos. Eros, c'est les forces de vie, et Thanatos, c'est les forces de mort. Mais l'enfant, il vit plutôt dans une ambiance Thanatos, des forces de mort. Puis il y a les neurones miroirs. Giacomo Rizzolatti a découvert fortuitement en 1996
qu'il existe dans le cerveau des singes, on l'a mis en évidence dans le cerveau des hommes, des neurones dits miroirs. Donc, son travail, c'était d'étudier certaines régions cérébrales du cerveau des singes, des macaques exactement, et en mangeant un sandwich avec un mouvement de main, il a vu que le singe qui le regardait avait la même aire activée que lui qui faisait un mouvement réel. Donc, on a déduit que le simple fait de regarder impactait le cerveau. Donc l'enfant, il a besoin de voir les autres, il a besoin de regarder, c'est comme ça qu'il se développe. Le cerveau d'un enfant se développe à une vitesse incroyable. À 3 ans, le cerveau d'un enfant, il a une vitesse 3 fois supérieure à celle d'un adulte. Quand l'enfant, et c'est ça qui est en train de se passer, le développement de l'enfant, donc à partir du 28e jour après la conception, le cerveau se développe. L'enfant, en développant, produit 3000 neurones par seconde. Quand il arrive au monde, il a un stock de plus de 100 milliards de neurones. Il va créer des connexions, à peu près 1 million par seconde. Et donc, l'environnement est extrêmement important pour l'enfant. C'est pour ça que la relation à l'autre est capitale chez l'enfant. La relation à l'environnement, c'est cette relation qui va être fondamentale dans le degré de connectivité que son cerveau va établir, ce qu'on appelle maintenant la plasticité cérébrale. Et donc, en ayant un environnement où la distanciation est le mot d'ordre, en ayant des masques, forcément, ça perturbe la relation que l'enfant établit avec les autres et avec son environnement. Que dire par rapport à la culpabilité, au formatage, justement? Tu parles de nouvelles normes sociales. Est-ce que tu as envie de faire un éclairage? C'est un peu ce qu'on avait reproché au christianisme, c'est la culpabilité, mais un enfant qui se développe dans la culpabilité, ça va peut-être laisser des traces, et c'est un peu le but, c'est de formater les plus jeunes esprits dans le but d'en faire des gens très dociles. Par exemple, les Russes avaient mis au point quelque chose d'assez diabolique. Quand un enfant naissait, avec des vagues théories tirées des œuvres de Pavlov, on disait que il sortait du ventre de sa mère à 37 degrés, il fallait le séparer, l'emmailloter, et après le redonner à sa mère. Et des fois, on le séparait de sa mère de 10, 15 jours, et ça faisait des citoyens plus dociles. Alors, il y avait une espèce d'empreinte qui se faisait, qui rendait l'enfant qui avait été séparé de sa mère plus docile. Quel serait, selon toi, l'avantage d'avoir des citoyens dociles? Parce qu'évidemment, je fais l'avocat du diable, on va dire oui, mais non, Philippe, l'État veut du bien des enfants, dans le sens où bien qu'on a eu Daniel Corr qui nous a dit on n'a pas fermé les écoles pour des raisons épidémiologiques, mais pour faire comprendre. Tu parles d'un sentiment océanique où on a l'État papa qui est là pour notre bien. Pourquoi toi t'es pas d'accord avec cette... Je trouve que il y a vraiment une maltraitance des enfants. Le cerveau d'un enfant, il doit être oxygéné. Avec les masques, ils sont mal oxygénés. En plus, il y a aucune raison, vu le taux de mortalité et tout ce qu'on sait maintenant, d'imposer ça. Alors donc, là, c'est vrai qu'on parle des masques, il n'y a pas eu que les masques, les distanciations sociales, le lavage des mains intempestif. Voilà, puis qui crée des allergies de la peau, puisque la peau de l'enfant, elle est plus fine et plus fragile que celle d'un adulte. On voit bien que le but, c'est politique. D'ailleurs, ça a été avoué par la suite. Tu rappelais cette phrase de Daniel Corr qui montrait bien l'impulsion qu'avait imposé l'État suisse, mais tous les États dans le monde qui ont imposé ces mesures sanitaires, c'était vraiment d'imposer à l'humanité une conduite qui n'est plus dictée par la science, mais qui est dictée par la volonté d'avoir des citoyens dociles, formatés et obéissants. Après, c'est difficile de pas faire l'hypothèse que les gouvernements qui sont rentrés dans cette gestion sanitaire catastrophique n'ont pas pour but d'amener leurs citoyens à être dociles et à avancer au pas. Je vois pas quelle raison on pourrait donner. Il y a aucune raison. N'importe quel pédopsychiatre vous dira que tout ce qui s'est mis en place perturbe le cerveau d'un enfant. On a des travaux qui datent des années 50, 60 qui montrent l'importance de l'attachement que l'enfant doit établir avec son environnement et avec ses parents, et voilà. Donc il vit dans un environnement qui n'est pas sécure. Un enfant qui n'est pas sécure ne peut pas bien se développer. C'est ça un traumatisme. C'est pas simplement la maltraitance physique, il y a une maltraitance affective, relationnelle. Un enfant, il préférera qu'on lui crie dessus ou qu'on le frappe pour avoir une relation. Le pire pour un enfant, c'est de pas avoir de relation. Donc la distanciation sociale qui a été imposée, c'est le contraire de la vie.
La vie, comme je l'ai dit, elle ne réside pas dans les molécules, mais dans les interactions qu'elles établissent entre elles. C'est le lien qui est plus important que les objets en eux-mêmes. Une humanité qui n'établit plus de liens sains entre les individus n'est pas une société saine. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait justifier au nom de la neurologie, au nom de la psychiatrie, au nom de la psychologie, au nom de la psychanalyse, au nom de toutes les disciplines qui ont essayé de comprendre ce qu'est un cerveau et son développement. Il n'y a aucune justification de ce qui s'est passé. D'autant plus que il n'y a aucune publication scientifique sérieuse qui justifie l'utilisation du mage que chez les enfants et tout ce qui s'est mis en place. Donc je vois vraiment pas d'autre explication que la volonté de nous formater. On parle effectivement de culpabilité, de formatage. Il y a aussi un sujet que tu évoques souvent, c'est l'inhibition de l'action. Alors, j'aimerais que tu nous mettes ça en contexte avec ce dont on parle aujourd'hui. Est-ce que les enfants, les adolescents subissent une inhibition de l'action et comment, selon toi, et quelles sont les problématiques de ça? Oui, parce que un cerveau, avant d'être fait pour penser, c'est fait pour agir. Donc chez les adultes, même chez les animaux, il y a deux options chez les animaux, soit agresser ou fuir. C'est une forme d'action. On avait vu ça en détail. Et chez l'être humain, il y a une option supplémentaire, c'est la fuite dans l'imaginaire. C'est pour ça que les métavers sont en train de se développer, parce que chez les adultes, quand on peut pas agir, il y a une porte de sortie, c'est agir dans l'imaginaire et partir dans un univers parallèle. L'enfant, quand il peut pas exprimer une relation, il peut pas vraiment se déployer comme le fait un enfant normal, ça crée des ravages sur son cerveau. Une inhibition de l'action chez un enfant, c'est encore plus grave qu'une inhibition de l'action chez un adulte. Ça risque de créer des perturbations. Vous voyez, les enfants vont avoir des problèmes d'apprentissage parce que l'hippocampe, l'amygdale vont être touchés. C'est les organes du cerveau, enfin les territoires du cerveau qui permettent d'apprendre, etc. Donc on voit bien que ça va être difficile. Puis un cerveau d'un enfant mal oxygéné, on sait les ravages que ça fait. Et je vois pas comment ils peuvent être bien oxygénés. Il y a des expériences avec des oxymètres qui montraient qu'il y avait des chiffres de sous-oxygénation catastrophiques. Et ça dépend de l'enfant. Vous voyez, ça dépend de sa cloison nasale, ça dépend de plein de choses. Donc non, je vois vraiment pas l'intérêt, si ce n'est celui qu'on a dit, de formater les enfants pour en faire des citoyens dociles. C'est pour ça que je rappelais cet épisode de l'ex-URSS où effectivement l'objectif était de rendre les citoyens les plus dociles possibles, et pour ça, à la naissance, on s'arrangeait qu'il y ait ce manque de lien avec la mère pour ensuite avoir cette empreinte qui perdurait. Il y a aussi une chose sur laquelle on se pose quand même un certain nombre de questions, c'est l'exemplarité, c'est-à-dire comment un enfant, puisque les enfants ont très vite vu et compris quand même qu'ils n'étaient pas en danger avec ce qui se passait, et de voir justement des adultes qui représentent des figures d'autorité, que ce soit chez les professeurs, chez les parents ou les adultes tout court qui les entourent, de voir un discours où finalement, bien qu'on leur disait « non mais je suis d'accord avec toi, tu risques rien », mais on applique les consignes qu'on nous dit de faire. Qu'est-ce que ça crée, selon toi, dans le cerveau d'un enfant, cette dissonance d'une certaine façon entre « oui, tu as raison, mais on n'a pas le choix ». Ça crée ce qu'on appelle une double contrainte. C'est Gregory Bateson de l'école de Palo Alto qui avait montré qu'un enfant, quand il a une mère qui est tour à tour affective et rejetante, il a du mal à se développer. Et dans certains cas extrêmes, ça peut déboucher sur de la schizophrénie ou de l'autisme. Oui, parce qu'un enfant, il a besoin de cohérence, donc c'est pas cohérent. On dit, je suis d'accord avec toi, mais il faut que tu mettes ton masque. L'enfant, il comprend pas. Et donc, l'enfant a besoin d'avoir l'aval d'un adulte parce que c'est son référent. Il peut pas faire autrement que se développer. Et dans cette dissonance cognitive, ça crée des perturbations chez lui, à la fois émotionnelles et cognitives. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment observé on va dire là, on parle de la génération d'adultes, et j'aimerais avoir ton son de cloche par rapport à ça. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui résonne avec la même dynamique, peut-être la Deuxième Guerre mondiale, bien que ça froisse beaucoup de gens quand on fait ces comparaisons, mais c'est quand même le propos de ma question. Comment se fait-il, selon toi, Philippe, que
nous avons l'écrasante majorité des gens qui est d'accord sur le fait que, prenons l'exemple, un pass sanitaire pour aller dans un restaurant est absurde, étant donné les conditions à remplir pour avoir ce pass, mais que ce soit les employés, les patrons, les policiers, tout le monde applique les consignes parce que c'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la place que l'humain a sur « j'ai le choix » ou « je n'ai pas le choix ». Ça, c'est quand tu dis qu'il faut se positionner avec cette crise, c'est une opportunité, parce que tu nous rappelles Jean-Paul Sartre. Est-ce que ça résonne en toi par rapport à cette Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'on est toujours plus intelligent après. Oui, bah c'est pareil. Je crois que ce qu'on a vu, c'est que chez l'être humain, il y a du suivisme. C'est-à-dire que ça nous ramène à la pyramide des besoins de Maslow. On a des besoins. Abraham Maslow, qui est un médecin américain, a essayé de voir qu'est-ce qui faisait l'équilibre d'une personne. C'était innovant, puisqu'à l'époque, on essayait de voir qu'est-ce qui n'allait pas chez une personne. Lui, il a renversé la situation. Et donc, il est arrivé à la conclusion qu'il existait une pyramide. Chaque étage va combler des besoins. Et quand ces étages sont plus ou moins comblés, l'individu, on peut considérer qu'il a un certain équilibre. Alors, le premier besoin, c'est manger, boire, dormir. Et il y a un autre étage, c'est la sécurité et la norme. Ça, c'est important pour les gens, d'être dans un endroit sécurisant et la norme. Et puis, il y a un troisième étage qui est l'amour et l'appartenance. On a besoin d'appartenir à un groupe. Et puis, il y a deux autres étages, c'est l'estime de soi et la réalisation de soi. Les trois premiers étages sont les besoins fondamentaux. À l'époque, les gens se posaient pas la question, quand ils étaient nés dans un milieu plutôt défavorisé, de la réalisation de soi, l'estime de soi. C'était plutôt à des milieux aisés. Faut survivre. Voilà, mais il fallait survivre. Voilà. Donc, on voit bien les deux étages qui viennent s'ajouter, qu'on appelle les étages premiers, primaires, même parfois on utilise le mot biologique, fondamental, physiologique. C'est vraiment la norme et appartenir à un groupe. Et pour les jeunes générations, c'est important d'appartenir à un groupe. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des signes extérieurs qui leur permettent de se regrouper entre eux. Vous voyez, à un moment donné, il y avait une façon de s'habiller, on a tous fait ça. Ça montre qu'il y a une appartenance au groupe. La cigarette, c'est bien connu. Mais bien sûr. La cigarette, la mode, l'alcool, voilà. Donc, on voit bien chez l'être humain, il y a beaucoup de gens qui ont choisi de suivre les normes du gouvernement pour être dans la norme précisément, et ça les sécurise, et d'appartenir à un groupe. Et on voit bien qu'au bout d'un moment, on arrive à deux groupes, ceux qui désobéissent à l'État et ceux qui obéissent à l'État. Donc c'est typiquement un apartheid. Et ça, c'est dans la nature humaine de suivre... Alors, les neurones miroirs, c'est un peu un aspect de ça. On regarde, on imite, l'enfant, il imite. Donc c'est sa force d'ailleurs, d'imiter. S'il n'avait pas cette capacité d'imitation, il pourrait pas se développer. Le cerveau d'un enfant, on n'a jamais une activité cérébrale comparable quand on est adulte. Hein. Il est capable d'apprendre en 10 mois une langue avec 3000 mots, le sens grammatical. Il est capable, ça sans cours et sans lire, simplement en écoutant, c'est un degré d'imitation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été piégés par cette notion de suivisme, parce que ce qu'avait mis en avant Alfred Adler, un psychologue allemand, psychanalyste, c'est le sens communautaire, ce que les Allemands appellent le Gemeinschaftsgefühl. Une société, elle a besoin de normes, d'un sens communautaire. Et donc le projet d'une société actuelle, c'est vraiment d'être en règle avec les normes sanitaires. En France, c'est ça. Le seul objectif qu'on a, le sens communautaire de la société française, c'est qu'on soit dans la norme par rapport aux mesures sanitaires. Mais c'est pas un projet de société, ça. C'est un projet d'inertie. La façon de définir les valeurs fait partie de l'éducation nationale ou du programme scolaire en général vis-à-vis des enfants. Et quand on parle d'inversion des valeurs, Philippe, j'aimerais que tu nous précises de quoi on parle exactement selon toi par rapport à ce milieu des enfants. On parlait de culpabilité, de maltraitance sourde. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples qui sont parlants selon toi, notamment cette façon de faire passer l'égoïste pour un héros ou le héros pour un égoïste? Oui, c'est intéressant. intéressant. Cet exemple-là, mais on peut en prendre. Oui, normalement,
on ne devrait pas avoir une mise en place des gens dits égoïstes qui sont mis en avant. Puis le choix d'un enfant ne doit pas se résumer à si tu fais pas ça, tu vas mourir ou tu vas faire mourir quelqu'un. C'est vraiment une inversion des valeurs. Faut mettre l'enfant dans une pulsion de vie, pas dans une pulsion de mort. Et Hannah Arendt avait montré que une des caractéristiques du totalitarisme, c'est l'inversion des valeurs. D'ailleurs, on voit bien. On a presque honte en France d'avoir certains représentants politiques. On sent bien qu'il y a à la fois un manque de compétences, un manque de crédibilité. C'est vraiment une inversion des valeurs. L'être humain, il a besoin de leaders. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas des leaders qui soient charismatiques. L'enfant, dans l'inversion des valeurs, un adulte qui lui dit faut mettre son masque sans justification, si ce n'est il faut que tu obéisses. C'est une inversion des valeurs. Il faut expliquer à un enfant clairement pourquoi il doit mettre un masque, en dehors de dire si tu mets pas ça, tu vas mourir. C'est aussi une forme d'inversion des valeurs. Mais d'une façon générale, tout est inversé. Alors, ça m'a amené une réflexion parce que finalement, quand on regarde les modes opératoires du divin, c'est comme ça que certains l'envisagent, comment se connecter à Dieu, c'est vie, vérité, amour. On est dans un monde qui n'est pas basé sur la vie, mais sur la mort ou la peur de mourir. On n'est pas dans un monde de vérité, mais de mensonge. On n'est pas dans un monde d'amour, mais de haine. Donc on est vraiment à l'opposé du monde divin ou supposé divin. Et un collègue, Robert Jolin, qui était anthropologue, disait « Ce n'est pas que Dieu n'a plus de lieu ici, c'est que le monde n'est plus son lieu ». C'est-à-dire, il faut retrouver vie, vérité, amour, et c'est ce que un enfant a besoin. Un enfant, il cherche une autorité, il cherche pas une prise de pouvoir. Il faut lui dire les choses avec un accent de vérité. Et il sent bien l'enfant que c'est pas bien. Les parents sont contraints d'obéir à un État parce qu'ils n'ont pas pu se positionner autrement. Hein. Et l'enfant, il est contraint à obéir à un adulte qui lui dit, tu sais, on peut pas faire autrement, mais je suis d'accord avec toi. Ça va pas, c'est une forme d'inversion des valeurs. Donc ça peut être traumatisant pour un enfant. Justement, est-ce que l'enfant peut se sentir abandonné par son parent qui lui dirait « Je suis d'accord avec toi, mais on n'a pas le choix ». Mais il n'a pas d'autorité. C'est-à-dire qu'il sent pas une autorité, parce que l'autorité, c'est pas le parent qui affirme. C'est tout simplement l'adulte qui lui dit « Je suis désolé, mais je fais ça parce qu'on m'a demandé de faire ça ». L'enfant, il a besoin d'avoir une autorité, une identification à son père ou à sa mère. Là, on sent bien que les adultes sont mal à l'aise. Alors, presque à la limite, sur ce sujet, il faudrait mieux un adulte convaincu des bien-fondés des mesures sanitaires qu'un adulte qui essaye de louvoyer en sachant pas trop dire à son enfant, si ce n'est, écoute, je suis d'accord avec toi, mais voilà. L'enfant, il est dans une double contrainte de Bateson. Et ce que montrait l'école de Palo Alto, c'est que quand l'enfant vit dans une ambivalence, il se développe mal. Et dans certains cas, pour des enfants particulièrement sensibles, ça peut aller, comme je l'ai dit, jusqu'à la schizophrénie ou l'autisme. Ou la tentative de suicide. Et la tentative de suicide. Qui ont explosé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout a explosé. Hein. Les phobies, les névroses, qui sont normales chez tout un individu, mais c'est monté en puissance. Les tentatives de suicide, tout ça, c'est mis parce qu'on vit dans une ambiance de mort. Et un enfant, il peut pas se développer dans une ambiance de mort. Un enfant, il est une véritable éponge. Moi, je me souviens d'un ami qui était naturopathe et son fils avait une allergie, mais sur tout le corps. Et en fin de compte, il comprenait pas, il croyait que c'était une histoire de lait. Il dit, j'avais pas réussi à trouver du lait de jument. En fin de compte, il partait, il laissait sa femme avec son fils, son bébé, et sa femme était très angoissée. Et le bébé, il ressentait l'angoisse. Donc, à partir du moment où il a compris qu'il devait emmener sa femme et son bébé là où il faisait cours, l'allergie a disparu. C'était simplement l'angoisse de sa mère que le bébé recevait. Il y a un transfert de l'angoisse des adultes, du stress des adultes sur les enfants. Et comme les adultes sont pas très optimistes vis-à-vis de l'avenir, il y a une espèce d'incertitude. Là, on est vraiment dans le monde probabiliste de la mécanique quantique, on navigue à vue. L'enfant, il ressent ça. L'enfant, il a besoin que ses parents lui donnent une direction, qu'ils aient une autorité, qu'ils sachent véritablement se positionner et non pas louvoyer. Ça fait partie du développement que l'enfant essaye d'avoir. Sinon, c'est pas un adulte qui a une autorité auprès de l'enfant. Comme tu le dis et le rappelles très justement sur cette charmante façon de tourner les choses en disant que tu es questionniste et effectivement tu connais mon amour pour les questions.
Selon toi, justement, est-ce que aujourd'hui, tu nous parles d'État totalitaire, le propre de l'État totalitaire, c'est la pensée unique, d'une certaine façon. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que les enfants sont à même de grandir dans un État ou un système ou une société qui permet de poser des questions et justement d'envisager plusieurs points de vue ou pas? Un enfant se développe mieux quand il est dans une ambiance de questiologie, on pourrait dire, où se poser des questions, ça fait partie de la nature humaine. D'ailleurs, dans la Kabbale, l'être humain, c'est la cohabilité, c'est-à-dire, dans la Kabbale, les lettres sont associées à des chiffres. Et donc, Adam, c'est aussi la cohabilité. Le destin de l'être humain, c'est de poser la question pourquoi, et pourquoi. Et un enfant qui est dans un univers où la question peut devenir dangereuse va moins bien se développer qu'un enfant qui est dans une ambiance beaucoup plus libre. Ça me paraît évident. On voit bien dans des familles où malheureusement il y a une espèce de vision très étriquée, dogmatique, l'enfant, il va être imprégné, quoi. Est-ce que selon toi, l'enfant aujourd'hui a justement cette latitude pour poser des questions sur ces nouvelles normes sociales dont tu parles, ou pas? Peu. Parce que finalement, à part obéir, et c'est comme ça, l'enfant, soit on lui explique, soit on lui dit, écoute, c'est comme ça. Et donc, il n'est pas poussé à se poser des questions. Or, plus un enfant va se développer avec la possibilité de poser des questions, mieux il va se développer. Plus son cerveau va utiliser ses fonctions cognitives, plus il va avoir du discernement, de la logique, et meilleur sera son développement cérébral adulte. Toi qui as enseigné plus de 15 ans à l'Université de Paris, est-ce que tu as le sentiment que la jeune génération a du discernement? Moins qu'à une époque. Je pense que la jeune génération, on ne l'a pas habituée à se poser des questions. La vie, c'est l'art de se poser des questions. J'appelle ça la questiologie. Les jeunes générations, on les a formatés pour qu'ils puissent obéir, ou on les a persuadés qu'ils peuvent pas comprendre. Or, ce que la crise a montré, c'est que les plus diplômés avaient moins d'armes pour comprendre que les autodidactes. Comment tu expliques ça? Parce que le formatage, quand on a fait des longues études, on s'auto-censure et on ignore qu'on s'auto-censure. En plus, on est persuadé en tant que spécialiste que on connaît bien son domaine, mais les autres domaines, on ne peut pas bien les connaître parce qu'il faudrait qu'on fasse d'autres doctorats pour les comprendre. Or, c'est complètement faux. Ce qu'on voit, il y a un concept nouveau qui est né, c'est ce qu'on appelle la cyberlittératie. Ce sont des gens autodidactes qui vont se faire une culture en dehors du parcours universitaire classique et qui vont établir des liens. Le mot est lâché, les liens. Les liens, c'est une société qui essaye de couper les liens entre les disciplines, les liens entre les connaissances, les liens entre les gens. On est vraiment dans la métaphore, on parlait l'émission dernière des nanotechnologies qui sont des milieux ultra divisés, ultra fins. On est vraiment dans une perte de lien, perte de sens, perte de lien entre les individus. Et donc, la jeune génération, elle a été formatée et encouragée à pas se poser des questions. C'est vraiment le prolongement de la technologie. Vous voyez, j'appuie sur un bouton, la lumière arrive. Je me pose pas la question de savoir qu'est-ce qui fait que la lumière arrive. Au tout début, c'était amusant que l'informatique est arrivée, les adultes avaient besoin de comprendre comment fonctionnait un ordinateur, puis après on a commencé à enseigner comment programmer un ordinateur. La jeune génération qui a suivi, ils n'ont pas eu la volonté de comprendre comment fonctionnait un ordinateur pour la plupart, mais par contre, ils ont surpassé les adultes parce que ils étaient dans l'utilitarisme, utilisaient un programme. Et progressivement, on a étendu, c'est ce qu'on pourrait appeler une société basée sur la technologie où la question est bannie, ce qui compte, c'est l'utilitarisme, la rapidité. Et les jeunes générations, pas tous évidemment, mais ont de moins en moins l'art de se poser des questions. Et on peut le comprendre parce que se poser une question peut être dangereux. Qu'est-ce que ça peut impliquer, par exemple? D'être en rupture avec la société, de perdre son appartenance à un groupe, d'être isolé, d'être banni. Dans les sociétés traditionnelles, le pire qui puisse arriver à un individu, c'est d'être banni de la société parce qu'il perd son appartenance à un groupe. Et quand on est adolescent, on accorde beaucoup d'importance, plus encore qu'à l'âge adulte, à appartenir à un groupe. C'est très important dans le développement d'un adolescent d'appartenir à un groupe.
Effectivement, ça me rappelle une histoire d'une enfant qui s'est retrouvée dans une cour d'école et qui n'était pas vaccinée, ses deux copines l'étaient. Et les deux copines n'ont plus voulu jouer avec l'enfant en question parce qu'elle n'était pas vaccinée. Et du coup, l'enfant a menti à ses amis en disant « Non, mais en fait, je vous ai menti, je suis vaccinée alors qu'elle ne l'était pas » pour pouvoir conserver ses amis. Parce que là, on est clairement dans une expression de l'appartenance à un groupe comme un besoin fondamental. J'ai un exemple que m'avait dit une institutrice. Elle avait un enfant surdoué et donc il comprenait très vite et ses copains comprenaient moins vite. Et donc, il faisait semblant d'être à la vitesse de ses copains pour ne pas être isolé. C'est-à-dire, voilà. Et donc, c'est très important. On en est arrivé à mentir pour appartenir au groupe. Est-ce que c'est aussi, du coup, valable pour les adultes qui nous écoutent? Ah, ben, tout à fait. Les adultes, quand on réfléchit, appartenir à un groupe, c'est fondamental. C'est pour ça que le fait de rétablir les vrais chiffres des vaccinés et des non-vaccinés, ça permet aux non-vaccinés d'appartenir à un groupe plus important. Si on dit il y a 90% des gens vaccinés, vous représentez 10%. S'il y a 50% de gens non vaccinés, ben vous représentez 50%. Et ça, c'est très important. L'union fait la force, mais au-delà de ça, on a besoin d'appartenir à un groupe. Ça fait partie des besoins de notre cerveau. Donc, si on suit ton raisonnement, si les médias avaient annoncé des chiffres comme, par exemple, seulement 5% de la population du pays est vaccinée, probablement que moins de personnes l'auraient. Ah bah bien sûr, il y aurait eu beaucoup moins de personnes qui auraient été vers ce qui a été présenté comme la norme, la majorité. Ça c'est évident. On parle du vaccin, c'est évidemment. C'est pour ça qu'ils ont truqué les chiffres, parce qu'à partir du moment où on comprend que chez l'être humain, le plus important c'est d'appartenir à un groupe et c'est mieux d'appartenir à un groupe majoritaire, bah il y a des gens qui ont été se faire vacciner pour appartenir à ce groupe. On va terminer cette capsule sur la maltraitance et l'inversion des valeurs par rapport aux jeunes. J'aimerais avoir ton conseil, peut-être des mots d'optimisme. On finit toujours nos vidéos, oui. Quand même en se disant on va laisser tomber les idées noires, on va essayer de se trouver un peu d'outils quand même. Peut-être un message pour les parents, parce que là aussi, c'est l'implosion dans les familles. On a des ruptures extraordinairement violentes entre... Déjà, la communication n'était pas simple avant, avec les réseaux sociaux. Mais ça augmente le conflit de génération, même des fois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait, selon toi, conseiller justement aux parents pour essayer de retrouver peut-être quelque chose d'apaisé, si possible prévenir des maltraitances? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, la première chose, c'est que le cerveau d'un enfant, il a une plasticité hors du commun. Donc déjà, les choses qui ont été semées peuvent être effacées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que dans cette période, il faut vraiment que les enfants donnent des signes extérieurs d'amour à leurs enfants, c'est-à-dire n'hésitez pas à le toucher, à l'embrasser. Enfin, il en a besoin, l'enfant, surtout les enfants en bas âge. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, n'hésitez pas à dire la vérité aux enfants. Faut pas essayer de louvoyer. Faut vraiment leur dire, tu sais, écoute, c'est pas bien de te faire vacciner, t'es obligé de mettre un masque, mais moi, je vois pas comment y échapper. Et peut-être que l'enfant, il trouvera une solution. Effectivement, d'être peut-être plus transparent avec ses enfants, d'accepter ses failles. Oui, on dit que c'est l'apocalypse, c'est révéler ce qui est caché. Un adulte, il a le droit d'avoir ses failles. Il faut, si effectivement, il a le droit aussi d'exprimer ses peurs. Hein. Oui, alors c'est le maître mot de ces 2 ans que nous avons passé, la peur. D'ailleurs, on en parle en long en large ensemble. Merci Philippe pour ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Oui, je pense que j'ai été formé par une spécialiste des psychodrames, Anna Kende. L'enfant, quand on l'amène à utiliser son pouvoir créatif, il peut sortir de ses problèmes lui-même. Quand la psychanalyse est née, le problème s'est posé, les enfants, on peut pas les allonger sur un divan comme les adultes, donc on les a fait jouer. Et l'enfant, il a son pouvoir créatif, il va solutionner ses problèmes dans la fiction. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau des psychodrames
pour amener les enfants, à pouvoir solutionner eux-mêmes leur traumatisme. Et je pense que voilà, à partir du moment où on sortira de cette horreur, il y aura beaucoup de psychodrames à faire. C'est très amusant, il y a rien de dramatique. On pourrait appeler ça des psychojoies. Mais l'enfant, il arrive par exemple à faire le deuil de la mort d'un parent dans la fiction. Voilà, il faut pas négliger le pouvoir créateur de l'enfant et de l'adulte d'ailleurs. Et aussi, pourquoi pas, l'art, le dessin, la danse. L'art-thérapie, la danse, tout ce qui permet à l'enfant d'aller dans l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui va sauver l'enfant. Et d'agir. Et l'action, parce que dans un psychodrame, vous agissez, vous jouez, les adultes peuvent se déguiser, c'est très amusant. Moi, j'en ai fait beaucoup des psychodrames et on s'amuse beaucoup. Et les enfants sont maîtres en l'art de trouver dans la fiction des solutions. Puis je pense que ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent de mieux en mieux leur cerveau, puisqu'on leur a pas appris. Et ce que Henri Laborie disait dans un film Mon oncle d'Amérique, ça concluait le film, tant qu'on n'aura pas largement diffusé à tous les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, comment ils l'utilisent jusqu'à présent et comment jusqu'ici ça a toujours été utilisé pour dominer l'autre, il y a peu de chances que quoi que ce soit ne change dans notre société. Donc, c'est peut-être le moment d'expliquer aux parents comment fonctionne le cerveau de leur enfant, comment fonctionne leur propre cerveau, comment ils ont été piégés dans des mécanismes qui sont propres au cerveau des humains et comment on peut en sortir en ayant compris ces mécanismes. Alors, ça me permet de conclure cette vidéo, les amis, en vous encourageant à regarder et à partager les vidéos que nous avons faites avec Philippe Bopola et aussi inspirées de ta conférence sur l'ingénierie sociale en 10 étapes, extraordinairement. On en a fait d'ailleurs une vidéo montée de 19 minutes qui a fait des millions de vues sur les réseaux. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos de cette capsule-ci. Et je vous invite vraiment à aller regarder aussi le bonus que Philippe Bopola nous avait offert sur la vallée des larmes. Ça aide à comprendre aussi, Philippe, là où on se situe, à se sentir moins seul. Et comprendre que c'est un processus normal d'être soit dans le déni, soit en colère, soit carrément en se disant que je suis désespéré, ça ne changera jamais. Oui, il y a de l'espoir, les amis, et partagez en masse cette vidéo, vraiment, vous n'êtes pas seuls. Le cerveau humain a des propriétés de résilience absolument incroyables, donc faut pas se faire du souci. Mais par contre, il faut amener les enfants par le psychodrame, à pouvoir trouver leurs propres solutions sur les traumatismes qui leur ont été donnés. Voilà. Merci Philippe. Merci Ma.